La nouvelle déclaration du Hezbollah au Liban. Parce que hier soir, pendant notre discussion, beaucoup de gens débattaient de la principale raison pour laquelle avait décidé de ne pas riposter à l'attaque israélienne contre le Liban. Et comme l'a expliqué le professeur Malandi hier soir, il y a une sorte de compromis dans ce nouveau texte entre l'Iran et les États-Unis, qui pourrait à long terme être bénéfique pour le Liban. Et la déclaration publiée aujourd'hui par le Hezbollah. Avant d'en parler, je voudrais rappeler que des Libanais se sont rendus dans le sud du pays. Ils sont très heureux en ce moment parce qu'ils peuvent enfin rentrer chez eux. Les Israéliens sont toujours là, mais on dirait qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose, parce qu'une foule immense se dirige vers le sud, vers ces villes, Nabatieh, Tyr, ces villes du sud du Liban qui ont été bombardées par les Israéliens. Mais la nouvelle déclaration du Hezbollah, je pense que c'est ça qui est vraiment important, dit qu'il accueille favorablement l'accord entre l'Iran et les États-Unis, ainsi que le cessez-le-feu. Le Hezbollah félicite l'Iran d'avoir conclu un protocole d'accord avec les États-Unis. Il décrit cet accord comme une avancée majeure qui a permis d'instaurer un cessez-le-feu global sur plusieurs fronts, y compris au Liban. Ensuite, le texte parle de la direction iranienne, du peuple iranien, de la façon dont ils ont tout sacrifié pour les actes de résistance et de la manière dont ils ont aidé le Liban. Et au guide suprême iranien, à l'ancien guide suprême, au nouveau guide suprême, ainsi qu'au président iranien. Ils ont déclaré qu'ils soutenaient le Hezbollah. Le texte exprime la gratitude de l'Iran pour le soutien politique et stratégique apporté au Liban et au mouvement de résistance. Il souligne la volonté de l'Iran que les intérêts du Liban soient pris en compte dans tout accord de cessez-le-feu et que l'Iran examinera toutes les préoccupations du Hezbollah et du peuple libanais. Un autre point important, c'est l'appel à l'unité libanaise qui est essentiel. Le Hezbollah affirme que le Liban devrait profiter du soutien international et régional actuel pour renforcer sa souveraineté. Il appelle le gouvernement libanais et les différentes forces politiques à adopter une position nationale unifiée. Je pense que ce qui se passe en ce moment, ce qui est vraiment important, c'est la manière dont la Syrie, avec sa nouvelle direction, le chef du HTS, parle de ces négociations, de son expérience avec Israël. On a entendu le soi-disant président syrien dire au premier ministre libanais qu'il n'y avait aucun intérêt à négocier avec les Israéliens, qu'il l'avait déjà fait, mais que rien de positif n'en était sorti. De l'autre côté, les États-Unis ont évoqué la possibilité que la Syrie rejoigne Israël dans ce combat, dans le sud du Liban. Et là, le conseiller du président syrien a répondu clairement « Non, nous ne participerons pas à cela ». Je pense que c'est justement ça le point essentiel dans le cas du Liban et de ses différentes factions politiques. Ils commencent à atteindre un niveau de compréhension. Je pense que l'argument, c'est qu'il faut comprendre qu'il n'y a aucun moyen de négocier avec l'occupant au Liban. C'est le point que le Hezbollah met en avant dans ce cas. Et les autres points, ainsi que l'objectif pour l'avenir, dit-il, ce sont la libération complète du territoire libanais, le retour des prisonniers libanais détenus en Israël, le retour des habitants déplacés dans leurs foyers, dans le sud du Liban, et la reconstruction des zones endommagées pendant le conflit. Voilà les objectifs du Hezbollah qui ont été évoqués ici. Et c'est tout l'enjeu. Il parle des actes de résistance, de la manière dont il faut rassembler tout le monde pour y faire face. Ils savent que le conflit n'est pas terminé et ils ne veulent pas se montrer trop optimistes sur ce qui se passe. Mais c'est la nouvelle réalité. Il y a une sorte de protocole d'accord en cours entre les deux parties. Peut-être que le Hezbollah y trouvera un avantage, et le Liban aussi. Peut-être que l'Iran et les États-Unis en tireront également un bénéfice. C'est ainsi que le Hezbollah voit les choses, Larry.
Et je pense qu'il y a une bonne coordination entre l'Iran et le Liban, notamment sur la compréhension des enjeux actuels de ce que sera l'avenir et des défis à venir, compte tenu de l'occupation israélienne du Liban. Allez-y, donnez-nous votre lecture de la position du Hezbollah. Bon, regardez, pensez-y comme ça. Quand la guerre civile libanaise a commencé, il y a 51 ans, les jeunes militants de l'époque ont aujourd'hui 75, 80 ans. Donc, ceux qui ont survécu sont maintenant des personnes très âgées. Et ça veut dire que tous ceux qui ont 55 ans ou moins n'ont aucun souvenir de cette période. Tout ce qu'ils ont connu, c'est la guerre civile, c'est tout ce qu'ils connaissent. L'invasion du sud du Liban en 1982, au début, les chiites avaient, paraît-il, accueilli les Israéliens. Et puis, les Israéliens, comme à leur habitude, ont vite épuisé cet accueil. Mais ce qui a changé, c'est que dans les années 70, ou disons les années 80, le Liban était vraiment un pion sur l'échiquier. Lebanon was very much a pawn. It was a ping-pong ball. It was caught between. C'était comme une balle de ping-pong. Elle était prise entre les efforts d'Israël pour la contrôler. Le père de Bachar el-Assad, avec son soutien au mouvement Amal, a joué un rôle important en s'ingérant dans la politique libanaise. Et vous savez, je pense qu'à cette époque, les tensions entre sunnites et chiites étaient plus fortes, à cause, justement, du massacre précédent commis par Hafez el-Assad. Et Israël n'était pas, je ne sais pas si on peut dire aussi puissant qu'aujourd'hui, mais l'Iran, lui, était tout nouveau. Il commençait à peine à se relever, à essayer de comprendre quoi faire. Il n'était pas, disons, riche en ressources. Alors, là où on en est aujourd'hui, c'est que, pour la première fois, vraiment depuis la création de l'Iran en 1979, Téhéran s'est engagé à combattre aux côtés du Hezbollah et en coordination avec lui. Le gouvernement libanais, lui, est trop faible pour affronter le Hezbollah. L'armée libanaise compte au moins 40% de soldats chiites, dont beaucoup ont de la famille liée au Hezbollah. Donc il n'y a pas de solution militaire au Liban. Ce n'est pas une question de dire, bon, on va relancer la guerre civile et l'étendre. Non. Israël, une fois de plus, se retrouve à penser qu'il peut par la force transformer le Liban, éliminer le Hezbollah, ça n'arrivera pas. Prendre le contrôle du gouvernement libanais, ça n'arrivera pas non plus. J'ai vu un rapport juste avant de venir vous parler, indiquant que la brigade de Galilée se retire. Ils font une pause, un peu de repos et de récupération, mais en réalité, ils se retirent du Liban. Donc on commence à voir que ce protocole d'accord, censé être signé vendredi, pourrait bien avoir un vrai poids. Les Iraniens affirment qu'ils prévoient un cessez-le-feu immédiat et permanent, ce qui veut dire, en pratique, qu'Israël doit se retirer du sud du Liban. Et je pense que c'est exactement ce qu'attendent l'Iran et le Hezbollah. Si ça ne se produit pas, alors cet accord s'effondre dès le départ. Il ne décolle même pas, il est mort-né, pour ainsi dire. Voilà, c'est l'un des points qu'on suit de près cette semaine, et même aujourd'hui. Est-ce qu'on voit des signes que les Israéliens se retirent, ou est-ce qu'ils continuent à attaquer? D'ici demain, ils devraient clairement commencer à bouger et à se désengager Israël. Mais je pense qu'ils ne le feront pas, parce qu'il n'y a pas de soutien politique en Israël pour une telle décision. À moins que Donald Trump ne coupe vraiment le soutien à Israël, ce qu'il a le pouvoir de faire. Mais je ne sais pas s'il en a la volonté politique. J'en doute, franchement. C'est pour ça que j'appelle cet accord, ce protocole d'entente, le IOUMU. On verra bien, parce qu'il n'est pas garanti qu'il soit signé, et on n'a même pas encore de clarté sur les documents eux-mêmes. On ne sait pas exactement ce que contient celui des États-Unis, ni celui de l'Iran.
Montrons-les tous les deux. Mettons-les côte à côte. Comparons-les, parce qu'on entend des choses différentes du côté américain. Comme vous l'avez dit, J.D. Vance dit quelque chose de complètement différent de la version iranienne. Et que ce soit, vous savez, cette histoire où les États-Unis disent qu'Iran n'a pas le droit de faire payer des péages. Et l'Iran répond, bien sûr que si, on fait payer des péages. Ils n'utilisent juste pas le mot péage tout de suite. Le retrait du Liban, immédiat et permanent du point de vue iranien, c'est ce que leurs documents indiquent. Mais il n'y a aucun signe que les États-Unis fassent appliquer ça. 12 milliards de dollars versés d'avance. Les États-Unis disent « Ah non, 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 ils ne touchent pas ça tout de suite. » Levée immédiate des sanctions? Non plus. Il n'y a rien d'immédiat. Donc, j'ai dit que les deux camps se berçaient un peu d'illusions. Ils se racontent ce qu'ils ont envie d'entendre, au lieu de prendre du recul et de se demander, bon, qu'est-ce que le texte dit vraiment et qu'est-ce que l'autre camp fait réellement? Nous avons entendu les deux parties, J.D. Vance aujourd'hui, et le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Ismail Baghai. Il a dit la même chose. Ils vont publier le document vendredi. Au moment de la signature, ils rendront le texte public pour que tout le monde puisse le voir et le lire. Il y a 14 points dans ce protocole d'accord. Et voici ce qu'a déclaré la partie iranienne aujourd'hui. Selon ce protocole, l'Iran sera responsable de la gestion du passage par le détroit d'Ormuz, en coordination avec Oman. L'Iran ne cherche pas à imposer de péage. Cependant, en échange des services de navigation, de la protection de l'environnement, de l'assurance et d'autres services maritimes, l'Iran percevra les frais nécessaires. Il semble, Larry, que non seulement cela sera entre les mains de l'Iran et d'Oman, mais qu'il reste aussi disposé, ou du moins ouvert, à discuter avec d'autres pays arabes, les États du Golfe, pour apaiser la situation et réduire les tensions entre ces pays. C'est leur objectif dans cette démarche. Si je ne me trompe pas, pendant les 60 premiers jours de l'accord, il n'y aurait pas de frais, pas de péage dans le détroit d'Ormuz, si je ne me trompe pas. Ça n'a pas été mentionné par... Encore une fois, c'est confus, parce que pendant 60 jours, ils ne vont pas facturer, mais ils disent qu'ils vont le faire. Donc encore une fois, si l'Iran a accepté de ne pas facturer pendant les 60 premiers jours, c'est insensé. Ils n'ont rien appris, bon sang, au cours des 2 dernières années? On ne fait pas confiance aux États-Unis. C'est absurde. Faites-les payer. C'est ça, leur levier. C'est le levier de l'Iran. Je ne sais pas, c'est ce qu'on entend dire, mais ce n'est qu'une rumeur. J'en ai pas entendu parler du côté des États-Unis, ni du côté des responsables iraniens. Personne n'en parle vraiment. La seule chose que les Iraniens ont dite aujourd'hui, c'est qu'ils allaient fixer des frais et que ce serait décidé entre l'Iran et Oman. Il n'y aura pas d'autres acteurs impliqués. Attendons de voir ce que ça donnera. Larry, on a eu J.D. Vance qui a parlé avec MSNBC. Il a donné une interview sur MSNBC et la façon dont il parle de l'accord, il est vraiment très optimiste. Je ne sais pas d'où ça vient. Il dit « Nous avons les contacts. Nous parlons avec les réformistes, les durs, la droite, le centre. Nous avons des liens avec toutes les parties du gouvernement iranien et les négociations, les discussions sont en cours. » Et il précise qu'il ne parle pas de canaux secrets, mais bien de discussions directes, de négociations directes entre les deux camps. Moi, je n'ai vu aucune preuve qui confirme ça. Je pense que je suis d'accord. Oui, je suis d'accord. Non, vraiment, je suis d'accord. Vous savez, je vais le dire comme ça. Si c'est vrai, eh bien, c'est une bonne nouvelle. Mais vous savez, l'Iran doit avoir des repères clairs sur ce qui va se passer vendredi.
Parce que dès qu'ils signent vendredi, est-ce qu'Israël se retire magiquement du Liban? Non. Il faut qu'ils soient déjà en train de partir avant ça. Franchement, quand je regarde cet accord dans son ensemble, et je me base sur ce qu'a dit Esmail Bagay, plus je l'examine, plus je me dis que c'est un très mauvais accord. Il ne sert pas les intérêts de l'Iran. Honnêtement, c'est naïf, non? I mean, frankly, it's naive. Qu'est-ce qu'il a dit? Well, he said the release of Eh bien, il a dit que la libération des avoirs iraniens gelés et les compensations pour les dommages de guerre sont deux priorités essentielles. Bien sûr que oui, et les États-Unis se sont engagés à les mettre en œuvre. Excusez-moi, mais non, ça ne tient pas. Quelle date? Quand exactement? Soyons précis. D'ici vendredi, les États-Unis vont lever les sanctions. Mais ils ne le font pas. Alors vous voyez, le texte poursuit en disant que l'Iran considère l'accès à ses avoirs comme un droit légal et continue de réclamer fermement une compensation pour cette guerre illégale, qu'ils réclament autant qu'ils veulent. Mettez ça noir sur blanc. Que l'Iran dépose une facture de, disons, 300 milliards de dollars et que les États-Unis acceptent de la financer et de la payer. Ce n'est pas ce qui se passe. Vous savez, selon ce mémorandum, les États-Unis seraient tenus de le faire. Mais tenus comment, exactement? Ils ne sont pas obligés. Personne ne leur met encore un pistolet sur la tempe. Là, on parle de lever toutes les sanctions, primaires et secondaires. Franchement, c'est à se dire, bon sang, est-ce que la délégation iranienne est vraiment aussi naïve? Ah, les États-Unis ont promis. Ils sont obligés. Non, ils ne le sont pas. Ils n'ont aucune obligation. Il n'y a rien de légalement contraignant. Ce n'est pas comme si leurs troupes étaient prises au piège et qu'ils disaient « D'accord, on libère nos soldats et on vous donne ça en échange. » C'est pour ça que je disais, plus on découvre les détails, plus je pense que ce député conservateur iranien a parfaitement raison. Honnêtement, je crois qu'Arakchi devrait probablement être démis de ses fonctions à cause de ça. Yeah. Yet we don't know exactly what's going on in that document, because if you look at what J.D. Vance just moments ago said on CNBC, he said that we don't have to give Iranians anything if they don't make the commitments that we want long term on the nuclear program. L'Iran a déclaré qu'il ne cherchait pas à se doter de l'arme nucléaire, qu'il ne comptait pas en produire, ni en acheter ailleurs. Et c'est bien ça, le cœur de la position iranienne. Alors si ce n'est pas ça le problème, qu'est-ce qu'ils veulent de plus du côté iranien? Surrender. That's what they want. Oui, la reddition. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent qu'on se rende. Vous savez, le ministère iranien des Affaires étrangères, en fait, je pense qu'ils essayent de ménager les Pakistanais, qui poussent pour un accord plus large. Et puis, écoutez le langage qu'il emploie. Il répète sans arrêt que les États-Unis sont obligés de faire ceci, ou engagés à faire cela. D'accord, mais comment? En quoi sont-ils obligés? Tout ce qu'ils ont, c'est leur promesse qu'ils vont le faire. Mais ils ne donnent ni date, ni heure précise pour le faire. Et c'est un peu comme, est-ce que l'Iran n'a rien appris avec le JCPOA? Ils avaient toutes ces promesses, toutes ces garanties, et puis quand ça a arrangé Trump, il a tout déchiré parce que ça n'avait aucune valeur juridique. Ce protocole d'accord, c'est pareil, il n'a aucune valeur légale. C'est juste une promesse entre deux parties. Pour dire, tu vois, deux groupes différents qui se donnent des assurances mutuelles, genre oui, on est sérieux là-dessus. Eh bien, l'un des deux ment. Je vais le dire clairement. L'un des deux ment, et c'est les États-Unis. Il semble qu'en signant le document vendredi,
Ils vont libérer la moitié des avoirs iraniens gelés. No, they're not. No, Non, they're not. pas du tout. Non, pas du tout. C'est ce que les Iraniens pensent qui va se passer. Mais les États-Unis ont été très clairs. On ne lâche strictement rien. Goddamn thing. Je pense qu'on peut avoir beaucoup de choses à partir de ce document. Il y a encore beaucoup de questions. Yeah, I mean, that's why I say. Oui, enfin, c'est pour ça que je dis que les États-Unis doivent publier leurs documents et que l'Iran doit publier le sien. Mettons-les côte à côte et voyons, est-ce qu'ils disent la même chose? Je parie que non. Say the same thing. I bet you they don't. Je suppose qu'ils ont le même document. Ils n'ont pas besoin de le publier séparément. Non, d'après ce que je comprends, s'ils le signent, ce sera un document unique. Il n'y aura pas deux versions différentes. Well, but you're not understanding me. What I'm telling you is right now. Mais tu ne me they claim comprends that pas. they have an agreement. Ce que je te dis, c'est que pour l'instant, ils affirment avoir un accord. Sauf qu'ils n'ont pas les mêmes documents. Donc, chaque camp se dit « Ah, j'ai un accord là-dessus ». Par exemple, l'Iran se dit « On va recevoir 12 milliards de dollars tout de suite ». Et les États-Unis répondent « Pas question, ils n'auront pas 12 milliards, qu'ils aillent se faire voir ». Ça n'arrivera pas. Donc, c'est encore en train d'être réglé. C'est pour ça que je dis que, selon moi, tout ça va dérailler d'ici vendredi. That's why I say I think this thing will be derailed by Friday. C'est possible, oui. Israël fait vraiment tout en ce moment. Smotrich, il y a à peine quelques instants, a déclaré qu'il n'avait jamais connu une telle pression internationale sur Israël, en fait sur Benjamin Netanyahou. C'est un nouveau niveau de pression pour les Israéliens. Et J.D. Vance, dans l'interview, a dit qu'Israël devait venir à la table des négociations. Je ne sais pas à quel point c'est sérieux. On va voir ce qui se passe. Je pense que le bilan de J.D. Vance n'est pas positif. Ce que J.D. Vance a dit jusqu'ici « Oui, j'étais juste en train de dire ». Mais regardez, Donald Trump détient réellement un levier de pouvoir sur Israël, s'il est prêt à s'en servir. Et la vraie question, le grand enjeu, c'est justement de savoir s'il est prêt à le faire. En ce moment, Israël dépend des avions ravitailleurs américains pour mener des frappes contre l'Iran. Donc si Israël veut reprendre les hostilités et attaquer l'Iran, il lui faut ces ravitailleurs américains. Sans eux, c'est impossible. Alors voilà, Trump a le pouvoir de dire « Très bien, on les rappelle tous, on ordonne à tous les moyens américains de rentrer immédiatement aux États-Unis. » Et ça, ce serait un message très clair envoyé à Israël. That would send one message to Israel.